Bonjour à tous, je suis Dimitri Martinescu, directeur des systèmes d'information de la Fondation Bon Sauveur à Bégard. Donc je vais vous faire une petite introduction du projet chez nous décisionnel. Et puis ma collègue Katia Weiss, contrôleuse de gestion, vous fera le retour d'expérience plutôt métier. Alors, chez nous, c'est quoi la genèse du projet? C'est des choses un peu évidentes, hein. Un objectif identifié depuis longtemps sur le fait de constituer un SI décisionnel pour faciliter la production d'indicateurs et puis travailler plutôt sur leur exploitation que sur leur fabrication. Donc voilà, ça faisait longtemps que le projet a été identifié. On a pu le lancer grâce au programme Open. Donc nous, par rapport à notre volume, notre taille d'établissement, notre typologie, on était éligible à un financement de 130 000 €. On a mené la consultation sur l'année 2020 et puis un déploiement sur l'année 2020. Et puis depuis, il y a un maintien en condition opérationnelle de la plateforme, du développement continu, de l'amélioration continue, un développement d'applications, de connecteurs au fur et à mesure, accompagnés par la société ELAP. Pour vous situer un petit peu notre établissement et notre contexte, j'ai mis quelques chiffres utiles. Alors, on est focalisé chez nous sur la santé mentale, hein, c'est-à-dire la psychiatrie et l'accompagnement du handicap sur le versant social et médico-social. On est un établissement de 850 salariés avec un statut de fondation, donc privé non lucratif. Donc un centre hospitalier en psychiatrie, 6 établissements socio-médico-sociaux, donc pour ceux qui connaissent un petit peu le secteur, PAM, MAS, EHPAD, XAPA, SAMSA, SAVS, foyer de vie. Voilà. Et puis au niveau informatique et système d'information, on a une DSI constituée de 8 collaborateurs, dont moi, donc avec donc un DSI, 2 chefs de projet, un ingénieur, 2 techniciens et 2 ressources externes en support et assistance de proximité sur le parc. Donc dans le cadre du projet, une contrôleuse de gestion qui a mené tout ça de main de maître, parce que une condition sine qua non de réussite du projet d'avoir un pilote métier qui a à la fois le temps et la capacité de réaliser le projet, avec le soutien évidemment de la DSI sur des aspects voilà, d'infrastructure et de méthodo projet. Voilà, c'est très rapide, mais c'est pour que vous puissiez situer notre contexte projet. Je passe la main à Katia. Ouais, je vais transférer juste de petites questions. Est-ce que vous êtes équipé de logiciels métier ELAP? Et également, vous avez indiqué une DSI composée de 8 personnes et une contrôleuse de gestion. Mais quelle a été la mobilisation de vos équipes internes? Ouais. Alors, est-ce qu'on est équipé d'autres logiciels ELAP? Non. Non, non. Sur notre système d'information, c'est assez hétérogène. On a une gestion administrative software médicale, on a un dossier patient en psychiatrie qui s'appelle Cortex, édité par la société Capcir. On travaille avec la suite administrative et financière CJ, qui est assez développée dans les établissements de type ESPIC. Voilà, donc on a un SI assez hétérogène. Qu'est-ce que j'oublie au niveau des connecteurs? On voudrait bien développer ensuite des connecteurs par rapport à notre outil qualité gestion des risques, hein, qui est Enov. Et puis aussi, on est assez sollicité par la DRH pour travailler sur des effectifs réalisés justement et pas rémunérés, qui s'appuierait sur notre logiciel de gestion des temps Octime. Alors sur la participation projet, hein, c'était ça la question, DSI de 8 personnes, le rôle de chacun. Donc en fait, alors ce qui se passe, c'est que la DSI, on est à 8 depuis le début de l'année. On avait un petit trou au niveau de la DSI, c'était notre capacité à accompagner les projets sur le système d'information administratif et financier, qualité et logistique. Donc on a recruté un chef de projet au début de l'année, mais c'est vrai qu'à l'époque du projet ELAP, il n'était pas présent. Donc moi, j'ai assuré le suivi du projet côté DSI. J'avoue d'un petit peu loin, hein, on n'a pas mis les mains vraiment dans le paramétrage de l'outil. Par contre, mes collègues de l'infrastructure, eux, ont été sollicités sur la mise en place de la plateforme, parce qu'il y a un travail à mener avec l'éditeur, donc ELAP en l'occurrence, sur le montage de la plateforme, qu'elle soit bien dimensionnée.
Donc voilà, donc toute cette partie infrastructure, sécurité. Après, on travaille aussi beaucoup la sécurité avec nos fournisseurs, donc s'assurer que ELAP puisse bien se connecter sur nos plateformes de manière sécurisée pour développer les connecteurs. Et ensuite, Katia, je te laisserai répondre, Katia, sur le temps que ça t'a pris le projet, mais j'imagine que c'est quand même un mi-temps pendant un certain temps au démarrage. Ouais, c'est Je te ça. laisserai. Bonjour. Donc c'est un mi-temps pendant un an à peu près hein, là-dessus. Et c'est vrai que sinon ça a mobilisé un peu de temps au niveau des équipes du DIM et du service paye aussi pour la partie recettage des applications standards. Voilà. Oui, oui, la participation des différentes directions métiers est super important, à la fois pour valider la qualité de la donnée et la pertinence de la donnée dans ELAP, et puis aussi l'adhésion des directions sur le projet. Il y a une partie sponsoring qui est quand même super importante, parce qu'on touche à des choses très très sensibles, et le but au travers du programme Open, c'était quand même d'aller jusqu'à la production de tableaux de bord et l'exploitation des indicateurs au niveau du dialogue de gestion entre la direction et les pôles. Donc on est sur des choses un petit peu sensibles, on touche à l'activité, on touche au stat RH. Voilà, c'était des choses qui étaient un petit peu discutées déjà chez nous, donc on va dire au niveau de la maturité sur le contrôle de gestion, c'était pas trop mal. Voilà, après une fois que les choses sont automatisées, voilà, il faut que le projet emporte l'adhésion de chacun. Il y a une partie un peu sociale aussi au travers du CSE qui peut s'interroger sur la mise en place de cet outil. Donc, il y a une partie communication et sponsoring qui est essentielle aussi. Et merci pour votre tour. Je vais passer la main du coup à Katia. Vous avez dû recevoir l'invitation pour pouvoir présenter. Oui, bonjour à tous. Alors, donc j'ai bien reçu l'invitation pour... Voilà, je vais afficher mon écran numéro 2. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez. D'accord. Donc, je suis Katia Vest, donc je suis contrôleuse de gestion à la Fondation Bon Sauveur de Bégard depuis 2019. Voilà, et donc j'ai activement participé au déploiement des applications standards et à la création en fait des applications personnalisées. Et donc je vais vous montrer justement ces applications donc que j'ai développées en fait pour répondre à nos besoins. Donc aujourd'hui en fait l'outil en fait est déployé et utilisé par les membres du comité de direction et quelques autres personnels administratifs et également les médecins chefs de pôle, les cadres sub de pôle. Et puis donc on a 3 pôles en fait au niveau du centre hospitalier et actuellement il y a 2 pôles. Pour 2 pôles sur 3, en fait, tous les cadres et les médecins des services ont accès à l'outil et ont été formés. Donc là, vous voyez du coup la page d'accueil d'IGDASH que j'ai ouverte en cliquant sur l'icône qui est sur mon bureau. Je clique sur du coup l'icône dashboard pour accéder au tableau de bord. Donc là, je me connecte et donc j'arrive sur le portail des applications. Donc, en fait, toutes les applications que vous voyez ici avec le logo de notre établissement, en fait, c'est des applications personnalisées qui ont été développées. Donc, les 3 premières applications qui ont été développées, c'est les applications des 3 pôles, puisque l'objectif principal, c'était que les pôles accèdent à leurs données. Donc, je vais vous montrer par exemple l'application du pôle Argoat. Voilà, donc on clique sur l'icône, on arrive directement sur la première page de synthèse. Donc sur cette page, en fait, il y a des indicateurs clés en fait sur les différents domaines couverts par le logiciel. Donc vous voyez ici en haut à gauche la file active du pôle. Donc sur l'année en cours et sur les 2 années précédentes. Les données sont préfiltrées sur la période des données chargées.
Donc là, les données chargées vont jusqu'au 30 juin. Alors, normalement, les données sont chargées tous les mois à M-1, c'est-à-dire que normalement, là, je devrais avoir chargé les données à minima au 31 juillet. Donc, exceptionnellement, je les ai laissées au 30 juin, mais les données sont actualisées tous les mois avec un décalage d'un mois. Donc, vous avez la file active ici, le nombre d'actes ici, avec la comparaison aux années précédentes pour la même période, le taux de diagnostic non renseigné, ici la part des journées d'hospitalisation temps plein par mode légal, si c'est en mode soins sans consentement ou en soins libres. Ici, la consommation du budget déconcentré du pôle et le taux d'absentéisme. On a ensuite un certain nombre d'onglets qui couvrent les différents domaines, l'activité, les finances, la qualité, les ressources humaines. Et un dernier onglet qui permet d'avoir des données sur les profils en fait, des patients accueillis. Je vais vous montrer par exemple l'onglet sur l'activité ambulatoire. Voilà, donc on a les données d'activité ambulatoire du pôle. Donc ici, la file active, là, le nombre d'actes. En dessous, l'évolution mensuelle du nombre d'actes de l'année comparée aux années précédentes. Et puis en bas à gauche, les ETP travaillés, pareil, avec une comparaison aux années précédentes. Alors voilà, on voit par exemple ici qu'on a, pour l'année en cours, moins 10% d'actes par rapport à l'année précédente. Donc on va aller un petit peu analyser cette baisse d'activité. Donc je clique ici et là j'ai accès à un autre graphique et ici à un tableau qui nous donne en fait l'évolution du nombre d'actes. Vous voyez, on a moins 11% au total par service. Ici, je clique là et je peux agrandir en fait le tableau. Donc les services sont classés de celui qui a la plus forte hausse d'activité à celui qui a la plus forte baisse d'activité. Donc ici, en l'occurrence, c'est le CMP de Guingamp, moins 1342 actes, ce qui représente moins 13% d'activité. Je vois par exemple que le CMP de Quintin a une baisse d'activité de 32%. Donc, je vais aller analyser de plus près ce qui se passe sur le CMP de Quintin. Donc, je reviens ici sur la vue des actes. Je vais forer en fait sur le pôle. Donc, ici, on a la vue par service. Le CMP de Quintin se trouve dans l'extra-hospitalier de Guingamp. Et voilà, donc l'évolution des actes. Donc, on a les moins 32% d'actes sur le CMP de Quintin. Et on a également une baisse de file active de 25%. Donc, vous voyez que les deux graphiques en dessous se sont actualisés. On a ici l'évolution du nombre d'actes mensuels du CMP de Quintin. Et ici, les effectifs par fonction, en fait, sur le CMP de Quintin. Je vais agrandir le tableau ici sur les ETP. On voit notamment, par exemple, donc, au global, on n'a pas une baisse significative des effectifs sur le CMP, mais on a une diminution du temps médical. On a normalement un 0,20 équivalent temps plein de psychiatre sur ce CMP. Et là, on a plus que 0,05 ETP pour l'année 2023. Donc, c'est ce qui explique probablement la baisse d'activité sur le CMP de Quintin. Voilà, ensuite, c'est évidemment le dialogue avec le pôle, avec les cadres, les médecins, qui permet de confirmer cette baisse d'activité. Ici, vous avez une zone de filtre qu'on a rajoutée qui permet d'aller plus finement dans l'analyse. Si par exemple, le cadre veut les actes réalisés par les infirmiers, il va sélectionner ici les infirmiers. Ou les actes réalisés par les psychologues. On a l'évolution des actes ou la file active des psychologues du CMP. Voilà, là, je reviens à ma vue pôle. Je vais vous montrer aussi un graphique qu'on a développé là, cette année pour répondre à un besoin. Et c'est vraiment un graphique personnalisé qui répond
à des besoins au niveau de notre établissement. En fait, c'est la répartition des actes par tranche horaire. Donc, j'étais sur le CMP de Quintin. Là, je vais par exemple aller sur le CMP de Bégard. Parce qu'en fait, fin 2019, on a modifié les tranches horaires, enfin les plages horaires, pardon, de certains CMP de manière à pouvoir accueillir des patients après 17-18 heures. Et aujourd'hui, on se pose la question de savoir si c'était vraiment pertinent d'étendre ces plages horaires. Donc là, on a sur ce graphique, en fait, la fréquentation, le nombre d'actes réalisés, par exemple, après 17 heures, après 18 heures, etc. Voilà, donc ça, c'était un exemple vraiment d'indicateur personnalisé. Ici, donc on a un bouton, donc c'est une fonctionnalité qui est en cours de développement, qui a pour but en fait de générer en fait un rapport au format PowerPoint pour pouvoir diffuser en fait un tableau de bord, par exemple par mail. Donc en fait, il suffit de cliquer sur le bouton ici. Et donc, ça génère un PowerPoint. Voilà. Donc voilà, je vous montre en fait voilà, le tableau de bord au format PowerPoint qui peut ensuite être imprimé en PDF par exemple et diffusé par mail par exemple au cadre de service, au cadre de pôle, etc. Voilà, donc ça c'est l'exemple pour un service en fait, l'équipe mobile de précarité en psychiatrie. Mais l'objectif, c'est de pouvoir le faire pour n'importe quel service. Donc voilà pour un exemple d'indicateur sur la partie ambulatoire. Donc on a d'autres onglets concernant les autres domaines. Par exemple, on a un onglet sur l'activité en hospitalisation temps complet. Donc, on va retrouver ici donc, les indicateurs clés, donc la file active, que l'on peut décliner par service. Ici, on va avoir le nombre de journées réalisées, le nombre d'entrées par service aussi, nombre d'entrées directes ou nombre d'entrées par mutation, la durée moyenne de séjour. Donc, on est un établissement de psychiatrie, donc on a des durées moyennes de séjour qui peuvent être assez longues sur certaines unités. Voilà, ici à droite, on a une fenêtre sur le taux d'occupation, évidemment, qui est un indicateur assez important. Donc avec ici l'évolution mensuelle du taux d'occupation pour chacune des 3 unités. Et ici les données agrégées avec les taux d'occupation sur la période comparée aux années précédentes. En bas à droite, en fait, on a un indicateur en fait, qu'on a développé aussi cette année pour répondre à une demande en fait, des cadres et de la direction des soins. Ils souhaitaient en fait, pouvoir voir l'occupation journalière dans les unités. Donc ici, par exemple, on a l'unité Sainte-Camille. Donc il suffit de sélectionner l'année, puis le mois, pour avoir le nombre de présents, donc c'est en bleu le nombre de patients présents dans l'unité par jour. Donc par exemple, l'unité Sainte-Camille, c'est une unité qui comporte 25 lits d'hospitalisation, plus 5 chambres d'isolement. Et on voit qu'au mois de mars 2022, il y a eu des jours où on a accueilli 28 patients dans l'unité, en utilisant les chambres d'isolement comme chambre hôtelière. Voilà, donc c'est des données en fait qui permettent d'objectiver en fait les ressentis des équipes et d'ajuster ensuite, par exemple, les moyens en fonction de la charge de travail que peuvent avoir les équipes. Donc si je veux sélectionner un autre mois, je reviens ici sur l'année. On peut regarder par exemple en 2023. Voilà, le mois de juin 2023. Bon, on voit que là, l'activité a un petit peu redescendu et mis à part le 29 juin où on avait 28 patients, on était globalement en dessous quand même des
des 25-26 patients dans l'unité. Voilà pour la partie hospitalisation temps complet. On a également un onglet sur les hôpitaux de jour avec le même genre d'indicateurs, suivi d'actifs, taux d'occupation, journée réalisée. On a un onglet sur les finances. Alors ici, pour le pôle, en fait, pour l'instant, le seul indicateur qu'on a mis, c'est le suivi du budget déconcentré du pôle. Hein. Ils ont un budget de 11 500 € pour des fournitures scolaires, éducatives et de loisirs, et puis des sorties à l'extérieur. Donc là, le CADSUP peut voir où il en est sur la consommation de son budget. On a un onglet sur la qualité, où là, on a des indicateurs sur les événements indésirables. Voilà, le nombre de FSEI par catégorie. Sur la répartition des hospitalisations en soins sans consentement dans les unités. Donc ici, vous voyez que l'unité Sainte-Camille est une unité d'hospitalisation en soins sans consentement. Donc c'est là qu'on a la majorité des journées en soins sans consentement. Voilà, on a un onglet sur les ressources humaines avec essentiellement des indicateurs sur l'absentéisme pour l'instant, qui permettent d'analyser l'absentéisme au niveau du pôle. Et puis, on a un onglet ici, patient. Alors ça, c'est un onglet qui a été développé plus pour répondre à des besoins dans le cadre de développement, enfin de dépôt de projet ou de réflexion dans le cadre du projet d'établissement, pour avoir une idée en fait sur la typologie des patients qui sont accueillis dans tel ou tel service. Donc, si je prends par exemple l'unité Sainte-Camille, qui est une unité d'hospitalisation en soins sans consentement, ben, je vais la sélectionner en filtrant ici. Ça actualise tous les indicateurs qui sont sur la page. Sur l'origine géographique, donc on a un établissement breton, donc on a la majorité de nos patients qui viennent de Bretagne. Je clique ensuite sur la région Bretagne et là je vois que la majorité de nos patients viennent des Côtes-d'Armor. Je clique ensuite sur le département et là j'ai la répartition des patients de l'unité Sainte-Camille par commune, la provenance des patients par commune sur le département. Ici en dessous j'ai la répartition hommes-femmes des patients de l'unité, donc on a 59% d'hommes, 41% de femmes. Ici on a la répartition selon la pyramide des âges, et l'âge moyen en dessous, 43 ans en 2023. Et enfin, en haut à droite, on a des données sur les diagnostics principaux des patients selon la CIM-10. Donc ici, on a une vue graphique. Et en cliquant ici, on a une vue en tableau qui est peut-être un peu plus facile à lire. Donc sur les 253 patients accueillis dans l'unité, cette année, 251 ont des troubles mentaux et du comportement, ce qui est assez logique. Et je déplie ici, j'ai la répartition ensuite par sous-chapitre. Donc 78 patients ont des troubles de l'humeur, 27 des troubles de la personnalité et du comportement. Je peux ensuite déplier pour avoir accès à un niveau de détail plus fin. Voilà pour la présentation donc, de cette application personnalisée du pôle, de l'application du pôle Argoat. Alors, je vérifie que j'ai bien tout présenté. Donc, a priori, c'est bon. Donc, je vais maintenant passer alors, à une application qui a été développée plus pour la direction générale et les membres du comité de direction. C'est l'application direction générale qui permet d'avoir une vision en fait d'ensemble du centre hospitalier, de l'ensemble des services et des pôles, et aussi de pouvoir faire des comparaisons sur les services. Donc on a un premier onglet de synthèse avec où on retrouve les indicateurs clés, hein, la file active, les journées, les actes. Les délais de rendez-vous en CMP, donc c'est les délais en fait entre l'entretien de première intention et le premier rendez-vous qui suit.
Ici, les journées en soins sans consentement et ici, le taux d'absentéisme. On a ensuite un certain nombre d'onglets qui couvrent les différents domaines. Alors, si je vais par exemple sur l'onglet ambulatoire, alors on retrouve ici l'analyse de l'activité concernant les actes. Donc là, vous voyez que sur l'ensemble de l'établissement, on a une baisse du nombre d'actes de moins 4%. On a ici, donc, du coup, la répartition par service. Et en dessous, on a la même chose pour la file active, avec moins 48%. Alors, je pense qu'il y a un petit bug au niveau de la file active, parce que c'est pas moins 48%. Mais bon, normalement, on retrouve voilà, la même chose sur la file active. Ici, on a une zone de sélection donc, qui permet, par exemple, de sélectionner, si on veut, uniquement l'activité des CMP. Voilà, moins 9% d'actes sur les CMP. Et ici, on a un graphique avec des indicateurs croisés, notamment ici la file active par équivalent temps plein travaillé sur nos différents CMP. Donc, ça permet de pouvoir comparer les différents services et de voir, en fait, de comparer la charge de travail. Donc là, c'est la file active. On a la même chose au niveau des actes, ici. Donc, comparer la charge de travail sur les équipes. Et ça permet éventuellement de redéployer les moyens d'un service à l'autre. Vous voyez tout à l'heure sur le CMP de Quintin, on a une baisse d'activité qui est probablement liée à une baisse des effectifs médicaux déployés sur ce service. Donc on a par conséquent une baisse du nombre d'actes par équivalent temps plein. À ce moment-là, s'il y a moins d'activité, on peut alors soit redéployer les moyens du CMP de Quintin sur un autre service où là, c'est plus tendu, il y a plus d'activité, ou au moins ne pas remplacer les éventuelles absences qu'on aurait sur ce CMP. Voilà, ici on retrouve l'activité par tranche horaire. Donc voilà pour la partie ambulatoire. Donc il y a... Pour information, Katia, il nous reste juste quelques minutes. D'accord. On peut aller jusqu'à 45, mais ouais, pas de problème. D'accord. Ici, donc on retrouve du coup des indicateurs d'activité sur l'hospitalisation temps complet. Voilà, file active, journée par ETP travaillé également sur les unités d'hospitalisation temps complet. Ici, on a un onglet spécifique sur l'activité de nuit, c'est-à-dire les admissions de nuit, puisque ça, c'est un indicateur aussi, enfin, c'est des indicateurs qui sont intéressants au niveau de notre établissement, puisqu'on a essayé en fait de faire en sorte qu'il y ait le moins possible d'admissions directes la nuit. On a mis en place des AMP en 2017, des antennes médico-psychologiques qui sont situées dans les centres hospitalisés généraux voisins. Donc voilà, à Lannion, Guingamp, Paimpol. Et donc ici, on peut consulter en fait l'activité déjà d'une part dans ces AMP par tranche horaire. Donc là, c'est des tranches horaires qu'on a vraiment développées, paramétrées pour notre établissement et que je peux modifier si besoin. Et puis en parallèle, on a le nombre d'entrées donc de nuit, nombre d'entrées également par tranche horaire ici. Voilà. Donc sachant que l'enjeu c'est de limiter les admissions de nuit, limiter les admissions après minuit, ou en tout cas après 4 heures du matin. Donc c'est ce qu'on voit sur ces graphiques. Voilà, donc j'ai terminé la présentation des indicateurs que je voulais vous montrer. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, alors quelques questions. La première, d'abord, merci beaucoup en tout cas pour cette présentation.
Première question. Bonjour, où sont hébergées les données du data center ELAP qui alimentent les rapports on-premise ou par exemple Cloud HDS? Je ne sais pas si vous qui avez la question, plus ELAP. Je peux répondre peut-être? Ouais, parce que moi je ne sais pas trop. En fait, l'infrastructure est hébergée chez nous au sein de la Fondation Bon Sauveur. Donc il n'y a pas de flux cloud et les solutions qui échangent avec le SI décisionnel sont toutes en on-premise. Donc rien sur le cloud, rien ne sort. Si c'est le sens de votre question, en tout cas, il y a rien qui va dehors. Parfait. Parfait, merci pour cette question. Une autre question, combien de temps a pris votre projet? Combien de temps mettez-vous aujourd'hui pour produire vos indicateurs? Alors, comme je l'ai dit au début, j'ai consacré, je pense, un mi-temps sur un an, en fait, donc pour le déploiement des applications standards et pour le déploiement des applications personnalisées. Aujourd'hui, pour produire les indicateurs, donc comme je vous ai expliqué, les données sont chargées tous les mois. Donc c'est moi qui me charge du chargement des données. On va dire que ça me prend, on va dire, une demi-journée par mois pour les charger. Enfin, en général, il faut peut-être 2 heures. Après, il peut y avoir des arborescences à mettre à jour, s'il y a par exemple des nouvelles rubriques de paye qui ont été créées, etc. Et puis des fois, il peut y avoir des tickets à faire, hein, des choses qui ne marchent pas correctement. Donc on va dire environ une demi-journée, maximum une journée par mois pour le chargement des données. Voilà. Et puis concernant les applications, pardon, des applications personnalisées, donc j'en ai développé certaines et puis il y a toujours des choses. J'ai des choses que je veux améliorer. J'ai des demandes, je sais pas, au niveau du service RH, j'essaye de développer une application vraiment personnalisée, adaptée à la DRH. Voilà. Donc, mais voilà, sinon, globalement, le temps consacré, c'était un mi-temps sur un an, et puis après, une demi-journée par mois. Voilà. Merci. Une autre question. Vous n'avez pas d'accès à des données détaillées? Interrogation. Alors, pas sur les applications personnalisées, notamment les applications que je vous ai montrées. Les données personnalisées, on y accède dans les applications standards. Voilà. Et c'est vrai que du coup, l'avantage, c'est que ça résout le problème avec les applications personnalisées, ça résout le problème de la confidentialité des données, quoi. Et on ne les montre pas en démo ce matin parce que, comme vous tous, ou une bonne partie, on est concerné un peu par le RGPD. Donc, forer dans les données patients ou dans les données professionnelles, on va évidemment pas le faire en démo ce matin. J'ai une autre question. Comment avez-vous géré vos flux de données? Avec quel outil vous réalisez vos ETL? Alors là, je pense que c'est ELAP qui serait le plus à même de répondre, Monsieur Leroy. Mais oui. Ce que je peux dire du point de vue établissement, c'est que, en tout cas, ELAP fournit du tout en un. Et ça, c'est un point très important du projet. Ça a été un élément différenciant. C'est-à-dire que nous, à notre niveau, nous n'avons pas eu à produire des éléments de sortie vers la solution décisionnelle et que la solution est remise clé en main. Mais je vous laisse détailler, Monsieur Leroy. Merci. Donc effectivement, alors pour répondre précisément à la question, l'ETL qu'on utilise, c'est Talend Open Studio. On réalise donc nous-mêmes les connecteurs entre les applicatifs métiers et notre solution. Donc comme il y a eu la question tout à l'heure, effectivement, en l'occurrence ici, la Fondation Bon Sauveur Bégard n'est pas équipée des applicatifs métiers ELAP, mais peu importe, pour nous, on fait des flux d'alimentation, peu importe le système d'info. Et comme je l'ai dit également dans la présentation précédente, on peut également réaliser un transfert de compétences complet, c'est-à-dire qu'on a certains établissements qui ont décidé de réaliser eux-mêmes les flux d'alimentation et auquel cas, on fait un transfert de compétences soit sur l'ETL ou un autre ETL si l'établissement souhaite en utiliser un autre, et sur notre modèle de données.